Après avoir parlé et présenté un certain nombre de grandes lignes directrices de l'analyse sur l'histoire du mot démocratie en France, je voudrais maintenant essentiellement faire un grand écart et retourner à l'histoire du mot démocratie en Grèce. Mais entre la France et la Grèce, faire très rapidement, j'aurais pu y consacrer un cours entier, mais nous n'avons pas le temps, faire une petite halte dans l'Amérique de la période qui va de 1776, disons, à la présidence de Jackson. Il est en effet frappant. J'ai cité tout à l'heure le livre de Mably qui faisait référence à de nombreuses reprises au terme démocratie pour parler des constitutions des 13 États américains de 1776. Mais moment également où ce terme était employé dans la bouche, enfin, sous la plume de Mably de façon dépréciative. Et c'est la même chose chez les pères fondateurs américains. Même dans la période coloniale, avant la période coloniale, le terme démocratie est vraiment voué aux gémonies. On voit Samuel Johnson, par exemple, dire que la démocratie, c'est un mot qui ne renvoie qu'aux couches les plus basses de la société et qu'à une forme de gouvernement complètement anarchique. Et on voit John Adams dire, avant même ses constitutions, « Je suis partisan d'une république libre, mais non pas d'une démocratie, qui est toujours un régime arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. » Les adjectifs sont multipliés. Et en 1787, au moment où se discute la Constitution fédérale à Philadelphie, ce sont les mêmes termes négatifs qui ressortent en permanence, que ce soit dans le fédéraliste ou que ce soit dans la masse des opuscules et des discours qui sont prononcés à ce moment-là, y compris dans les discours, dans les conventions de ratification de la Constitution dans les différents États. On peut dire qu'en 1787, le mot démocratie, il est essentiellement attaché à trois images. Des images de désordre, la mob, la populace, à des images d'irrationalité, on en parle comme étant lié à des phénomènes de rage, de folie, de passion, d'imprudence et d'immoralité aussi. Et donc, on a une vision de la démocratie qui, alors même que l'on discute la préparation d'une nouvelle constitution, on a une définition essentiellement négative du terme de démocratie. Et même en Pennsylvanie, on ne voit pas employer le mot démocratie, alors que c'est la Constitution qui apparaissait à juste titre aux yeux de Mably comme étant la plus démocratique. Et la rupture avec le mot démocratie sera véritablement consommée aux États-Unis avec la façon dont seront importées, pourrait-on dire, les images de la Révolution française. Une grande partie du public américain verra la Révolution française, si je puis dire, avec les lunettes de Burke. Et ce seront donc des visions de la démocratie jacobine, de la violence, de la tyrannie, de la guillotine qui seront associées au mot démocratie à partir de cette période. Et c'est pour cela que le terme démocratie cédera la place, et très fortement, dans la langue politique américaine de l'époque, au terme de république. C'est la République qui est le régime que veulent se donner les Américains. République dont Paine avait montré, dans un texte célèbre de 1791, quel était l'accomplissement de l'idéal du gouvernement représentatif. Et pourquoi ce terme de République, au fond, faisait consensus dans l'Amérique, plus qu'aucun autre, bien sûr, y compris que celui de démocratie? C'est parce que, d'abord, le terme de République faisait appel à des sentiments anti-monarchiques qui étaient absolument dominants dans l'époque. Et le terme de République, il faisait aussi appel de façon critique à la notion d'aristocratie. Et le terme aristocrate, qui était, comme en France, central de le langage politique de l'époque, son antonyme, ce n'est pas le démocrate, c'est le républicain. Et donc, le terme de république, il sert à la fois à conjurer, à critiquer l'idée de monarchie
et celle d'aristocratie. Et puis, il avait enfin, pourrait-on dire, une dimension d'ordre social. Alors que bien des conservateurs se méfiaient d'un despotisme des passions populaires, le terme de république, avec sa majesté romaine, apparaissait au fond acceptable par eux. Donc, c'était le mot qui faisait consensus, qui réunissait, si je puis dire, qui pouvait réunir les différentes opinions de la Révolution américaine, et ce d'autant plus que les images de la Révolution française, au contraire, accentuaient les différences. Ce qui est intéressant dans l'histoire américaine, c'est de voir comment le mot démocratie, qui avait justement cette connotation encore plus négative qu'en France, disons dans les années 1780 et 1790 et jusqu'à 1800, est devenu l'image du bien commun et du bien public aux États-Unis. C'est quelque chose qui s'est passé en 3 temps. Premier temps, c'est lorsque ceux qui sont les plus progressistes en Amérique, autour de Jefferson, font campagne, ils le font sous l'égide du terme de républicain. Ils sont le parti républicain, les partisans de Jefferson. Mais ces partisans de Jefferson, ils vont être critiqués par les fédéralistes en étant accusés d'être des démocrates. Donc le mot démocrate deviendra une insulte électorale. On dira, qu'est-ce que c'est que ces républicains? Le parti républicain, ça n'est qu'un ramassis de démocrates. Et il va y avoir un premier basculement. C'est que cette injure va être revendiquée comme un glorieux patrimoine. Et donc, le parti de Jefferson va passer de la dénomination de mouvement républicain à la dénomination de mouvement républicain démocrate. Et donc, il va, à ce moment-là, en quelque sorte, prendre sur lui-même cette insulte en disant « mais cette insulte, elle est glorieuse. Cette insulte, elle fait référence à la société des petits que nous voulons effectivement représenter. » Et c'est le moment, effectivement, où on voit un certain nombre d'artisans qui font leur entrée au Congrès, et ce n'est plus simplement les Brahmins de la côte Est qui sont représentés dans le Congrès américain. C'est aussi le moment où justement cette incorporation, en quelque sorte, cette appropriation de l'insulte politique va se traduire par la formation même du Parti démocrate. Le Parti démocrate va être la transformation du Parti républicain qui est accomplie en 1828. Et ce qui va donner son élan, en quelque sorte, à cette capacité d'incorporer une insulte pour en faire non simplement un nom que l'on revendique, mais le nom que l'on donne à son parti. Donc ça, c'est le comble, si je puis dire. C'est très lié aussi à la transformation sociologique de l'Amérique qui commence à s'engager dans le mouvement de la frontière. Et ce mouvement de la frontière, il va valoriser en quelque sorte un autre type de société que celle du monde agricole des 13 États d'origine, une autre société que celle tout de même séparée entre les personnes distinguées, ce que j'appelais les brahmines de Boston ou de la côte Est, avec le monde des artisans ou le monde des petits commerçants. En effet, dans cette Amérique de la conquête de l'Ouest, ce sera seulement, je dirais, une population relativement homogène, une population de travailleurs, une population d'aventuriers qui repart là complètement sur une base tout à fait neuve. Et on valorisera à ce moment-là, à l'intérieur même de ce parti démocrate, ce qu'on appellera la nose count democracy, c'est-à-dire la démocratie des nez courts, ou la coonskin democracy, c'est-à-dire la démocratie de ceux qui ont les petits chapeaux de trappeurs avec les queues de ratons laveurs. Et ce sera quelque chose de valorisant que de valoriser justement cette Amérique des nose counts, cette Amérique des coonskins. Et ce sera, je dirais, un facteur sociologique aussi qui expliquera donc ce passage à l'utilisation positive du terme démocratie jusqu'à appeler le parti démocrate. C'est aussi le moment où, en général, en Amérique, il y a une peur
de la résurgence de l'idée aristocratique, non pas sous sa forme européenne, mais sous la forme nouvelle de ce qui serait une aristocratie de l'argent. C'est le moment où quelques grandes entreprises commencent, quelques manufactures commencent à apparaître dans Massachusetts, par exemple. Et donc, là, l'antonyme d'aristocrate va être mieux senti avec la dénomination du démocrate qu'avec la dénomination du républicain. Et donc, la démocratie, elle va aussi apparaître comme une forme de société, la forme de société qui combat l'aristocratie, la forme de société qui est celle des gens ordinaires, l'Amérique du common man, comme on le dira au temps du président Jackson. L'Amérique pour qui, justement, tout ce monde des gens ordinaires, tout ce monde du commun, eh bien, au fond, est le véritable creuset que l'on respecte. Et ce tournant, il sera consacré d'une double façon. Il sera consacré quand ce seront les fédéralistes, ceux qui s'appelaient alors les Whigs, le parti Whig, en référence à l'idée anglaise de parti libéral, quand ces Whigs eux-mêmes se convertiront au terme de démocratie, voyant le succès qu'il avait remporté dans l'Amérique de Jackson, voyant comment le parti républicain, transformé en parti démocrate, en avait fait un glorieux étendard qu'il avait mené aux victoires électorales, eh bien, le candidat qui est en 1840 le candidat du parti Whig, qui est Harrison, va être opposé au candidat du Parti démocrate qui est Van Buren qui sera un des plus grands présidents américains, et Harrison attaquera Van Buren sur le fait que c'était quelqu'un qui était d'une grande famille, qui était relativement riche. Et justement, Harrison dira à Van Buren, vous êtes un aristocrate, vous du Parti démocrate, vous êtes un aristocrate, alors que moi je suis le vrai démocrate. Et donc c'est les conditions, là aussi, de l'argumentation polémique qui feront que Harrison importera à l'intérieur du parti Whig, le transformant en parti républicain, le terme même de démocratie, en disant à Van Buren, mais au fond, moi je suis plus démocrate que vous l'êtes, vous manquez d'une popular touch, lui dira. Et moi j'ai cette popular touch. Donc ça, c'est ce qui consolidera, c'est quand les adversaires, en quelque sorte, du mot démocratie, reprochent, d'un certain point de vue, à ceux qui le combattaient de ne pas l'illustrer assez positivement. Et donc, ils font la compétition en se présentant, d'un certain point de vue, comme meilleurs démocrates que les autres. Et ce qui installera définitivement le terme de démocratie dans la société américaine, c'est quand le terme de démocratie va participer du messianisme américain et pas simplement d'un idéal politique. Le terme démocratie va devenir un mot qui va être l'incarnation du bien, presque l'illustration d'une volonté divine sur le monde, l'illustration aussi du caractère exceptionnel de l'Amérique, du caractère de promoteur d'un nouvel universalisme qui est celui de l'Amérique. Donc c'est cette volonté d'incorporer la démocratie comme le mot traduisant peut-être le mieux l'exceptionnalisme américain, et cet exceptionnalisme qui aurait tant à apporter au monde. Un auteur célèbre de l'époque dira « Pour nous, la démocratie maintenant n'est que le christianisme mis en pratique ». C'était donc dire que la démocratie devenait une religion et qu'elle n'était plus simplement un régime politique. Et quand un mot devient en quelque sorte le mot d'ordre d'une religion, il est effectivement beaucoup plus solide que lorsqu'il est simplement un qualificatif politique. Et quand il est un qualificatif polémique, il est encore plus solide que lorsqu'il est un qualificatif politique. Voilà pourquoi le mot démocratie s'est affirmé en quelque sorte comme central dans l'expression des valeurs américaines dans les années 1840. Mais je n'ai fait que cette transition rapidement pour montrer l'importance qu'ont les usages polémiques, l'importance qu'a eu aussi l'association du terme de démocratie à des mouvements d'en bas que l'on critiquait aux États-Unis comme en France, et comment, en quelque sorte, le traité de paix s'était fait sur l'idée
qu'il était devenu l'élément d'une religion nationale. Et c'est là que nous intéresse l'enquête sur la Grèce. L'enquête sur la Grèce nous intéresse parce qu'elle va nous montrer à quel point toute une partie de ces indéterminations, toute une partie de ces tensions, toute une partie de ces débats sur la définition de la démocratie était déjà extrêmement présente. Pour retracer rapidement cette histoire du mot démocratie en Grèce, il me faut tout de même donner très rapidement, à cause de l'importance que ça a pour cet objet, rappeler quelles ont été quelques-unes des préconditions de l'apparition de ce qu'on a nommé, à partir du Ve siècle seulement, je vais y revenir bien sûr, démocratia en Grèce. Une première condition qui était souvent soulignée, notamment par Castoriadis, qui consiste à dire que le propre de la Grèce antique est de ne pas avoir été dominée par des certitudes religieuses ou des certitudes philosophiques. Et le fait qu'il y ait un scepticisme sur le fait que lorsque l'on pose la fameuse question kantienne « qu'est-il permis d'espérer ?», eh bien, disait-il, une réponse grecque claire et précise, c'est un rien massif et retentissant. Et que le monde grec est lié justement à la vision de l'aporia, à la vision du chaos, et non pas à la vision d'un univers humain qui est parfaitement ordonné de l'extérieur, qu'il soit une main invisible qui l'ordonne ou que ce soit des formes d'institutions dictées par Dieu ou que ce soit même des connaissances sûres et définitives. Donc il y a un lien entre un univers dans lequel l'incertitude est considérée comme un rapport au monde essentiel et la naissance de l'idée démocratique. C'est aussi un point que Paul Venn a longuement développé dans son ouvrage « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» La deuxième précondition de la démocratie grecque était de nature politique. Elle tient tout simplement au fait que l'émergence de la civilisation grecque moderne, celle qui marque la fin de la période archaïque, s'est accomplie dans l'ensemble sans qu'une monarchie ou les institutions sacerdotales qui l'accompagnent y aient une part décisive. Il y a là quelque chose d'unique dans l'expérience grecque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu formation ni de monarchie ni d'empire. Ce fait est remarquable et il s'explique en grande partie certainement par l'étroitesse, ce qu'on appelait l'étroitesse du monde grec. L'étroitesse du monde grec qui elle-même s'est traduite en termes territoriaux et qui se traduit aussi par le fait qu'il n'y a aucune force qui était capable de fédérer l'ensemble des cités. Et que cette absence de capacité fédératrice, cette absence qui aurait été la base d'une monarchie, un groupe l'emportant sur un autre, c'était dans tous les pays du monde, c'était le mouvement. Quand il y a à l'intérieur même d'un espace une puissance qui devient capable de subjuguer, d'absorber les autres, de s'imposer à elle. Eh bien, cette capacité d'imposition n'a pas véritablement existé. Et que le processus d'essaimage des colonies en a été le prolongement de cette étroitesse du monde. Je rappelle que si les cités grecques étaient fort nombreuses, les colonies qui ont été dispersées dans le pourtour méditerranéen le furent plus encore. La seule cité de Milet, par exemple, a fondé 80 colonies. Donc il y a eu, au contraire, dans la construction du monde grec, il y a bien sûr le phénomène, on peut dire, de la montée en puissance de quelques cités particulières. J'y reviendrai peut-être pour en dire quelques mots tout à l'heure, mais le fait aussi était celui d'une étroitesse qui était maintenue en partie par ce mouvement des colonies, qui est exactement l'inverse du mouvement romain. Je dirais alors que le mouvement romain a procédé par une incorporation dans son centre de toute sa périphérie. Le monde grec a produit en quelque sorte de la périphérie. Il a produit de façon proliférante de la périphérie. Et au moins partiellement, on peut dire que l'exiguïté de ces poleis, de ces cités, et c'est le caractère allait de pair avec un caractère relativement primitif de la structure sociale, ce qui a donné une dimension directement politique, pourrait-on dire, au problème du commun. C'est une chose sur laquelle tous les historiens de la Grèce
ont bien insisté en montrant la différence qu'il y a entre la ville médiévale et la cité grecque. La ville médiévale, elle est structurée parce qu'il y a une société civile où il y a des confréries, il y a des corps, il y a des corporations, il y a des métiers organisés, il y a des quartiers qui ont leur autonomie. Alors que dans la cité grecque, il n'y a rien en quelque sorte entre la famille et la politique. La seule façon de penser le social, elle est immédiatement politique. Et d'ailleurs, si l'on voit l'œuvre d'Aristote, il y a d'un côté les économiques, pas l'économie au sens contemporain, le monde de l'oikos, de la maison, et de l'autre côté, le monde de la police. Et entre la police et l'oikos, d'un certain point de vue, il n'y a rien. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la définition de l'homme comme animal politique, c'est qu'il ne pouvait pas être un animal social, alors qu'on n'aurait pas défini au Moyen-Âge, on aurait dit justement qu'il était un animal social. L'homme se définissait d'abord par son insertion dans ce monde des corps, au sens large. Alors que là, il n'y a pas de monde, le monde des corps. Et ces quelques remarques que je viens de faire sur les préconditions, l'indétermination philosophique, l'absence de monarchie, l'exiguïté du monde, le fait que le social y est d'une certaine façon immédiatement politique, n'ont évidemment pas pour but de résumer une très vaste et très ancienne littérature, mais de souligner juste deux choses. C'est que ce monde grec est marqué par justement l'idée d'indétermination et qu'il est marqué par le fait de la polarisation. L'idée d'indétermination est tout à fait fondamentale et elle va jouer un rôle très grand dans la vision du monde politique et démocratique. Et l'idée de polarisation, faisant du politique, justement, quelque chose de véritablement central. Et pour avancer dans la réflexion, je partirai de deux éléments qui suscitent l'interrogation. Le fait, tout d'abord, que le terme de démocratia n'apparaît en Grèce que très postérieurement à la valorisation des notions d'isonomia et d'élotéria, de liberté comme autonomie d'une communauté. Première singularité, pourquoi le terme de démocratie n'apparaît que près d'un siècle après que des formes, disons, d'institutions de type démocratique étaient mises en place, et un siècle après le fait que le terme d'isonomia a été véritablement celui qui faisait sens, qui faisait référence dans la société grecque de l'époque. Deuxième singularité, c'est l'absence d'une théorie de la démocratie en Grèce. Dans toute la littérature grecque de l'époque, il n'y a aucun traité de la démocratie. Prenons en compte d'abord le caractère tardif de l'apparition du mot démocratia. Le sens de l'isonomie a donc précédé, je viens de le dire, d'un siècle l'apparition du mot démocratie et la mise en place d'institutions de type démocratique. Il est très difficile les historiens se disputent pour savoir quand apparaît le terme de démocratie. On sait en tout cas qu'il est utilisé dans les suppliantes d'Échille, 421, et que dans la deuxième partie du Ve siècle, de 450 à 410, il y a tout un ensemble d'occurrences qui apparaissent. Donc là, c'est prouvé pour cette période. De la même façon, on ne connaît pas les conditions de naissance de l'isonomie. On doit simplement se contenter de noter que le terme même d'isonomie faisait de plus en plus référence à Athènes au temps de Clisthène, en effet. Je rappelle qu'il avait pris le pouvoir en 508. Et on verra aussi des cités, pour des éléments qu'on a sur les centaines de cités grecques. Quand on parle de la démocratie grecque, il faudrait toujours parler des centaines de cités, mais évidemment, il n'y a pas la même documentation sur toutes que des villes comme Argos et Corinthe, par exemple, avaient mis en avant la notion d'isonomie bien avant Athènes. Il s'agissait donc de mouvement vers l'isonomie d'un quelque chose de général. Il faut partir de ce point. Le sens de la liberté comme élotéria, comme résistance à la tyrannie, et celui de l'égalité dans ses différentes déclinaisons, l'isonomia, c'est-à-dire la règle d'égalité, puis l'iségoria, l'égalité de prise de parole sur le forum, ont été indissociables en Grèce. Et c'est peut-être, en tout cas c'est ce que pense tout un ensemble d'historiens, le terme d'égalité qui était premier, en sens qu'il participait d'une considération immédiate du rapport à autrui et de la sensibilité aux différences. Et on peut dire que dès la période archaïque, l'essor, c'est-à-dire dès la période, je dirais, des épopées,
L'essor de l'activité maritime, avec le commerce autant qu'avec la piraterie, ou encore avec la fondation de multiples colonies, a joué un rôle clé dans la préhistoire de l'isonomie. Cette activité maritime a en effet entraîné une circulation des richesses et du prestige et impliqué d'une façon ou d'une autre une portion importante de la population des cités, de telle sorte qu'elle n'a pu être monopolisée par quelques individus. Quant à la piraterie, très développée à l'époque, elle a été à sa façon une école d'égalité, chaque membre d'équipage étant engagé dans l'aventure sur le même pied que les autres. Avant d'être partagé, le butin était toujours rassemblé, mis en commun, pour montrer qu'il était le bien de tous. Et c'est généralement par une procédure de tirage au sort qu'était réglée la répartition, comme l'indiquent les procédures de ce type de partage qui sont mentionnées dans les épopées. Il y a un article qui est consacré à cette question-là. Et on pourrait, d'un certain point de vue, inverser la formule de Tocqueville. Tocqueville qui disait fameusement « c'est quand tout le monde veut s'élever à la fois qu'il se trouve tout naturellement que la règle de l'égalité est celle qui convient le mieux à chacun. » Et on pourrait dire que dans le monde grec, c'est la règle de l'égalité est celle qui s'impose quand personne n'est en mesure de se distinguer. Et c'est parce que personne n'est en mesure de se distinguer, justement, que la règle de l'égalité est apparue comme la plus forte. Le sens de l'autochtonie, qui est une des fortes caractéristiques du monde grec, on le sait, était aussi un facteur de production d'un sentiment d'égalité de type différentialiste. Tristan Meyer, dans son livre célèbre sur la naissance de la tragédie, parlait à ce propos de la tendance très prononcée des Grecs à vouloir rester entre eux, ainsi qu'à leur désir élémentaire d'homogénéité, souhaitée la plus parfaite possible. En effet, lorsqu'il est appliqué à des cités de petite dimension, le sens de l'autochtonie favorise sur le mode d'une constitution externe l'émergence d'une vision de la cité comme un tout autonome qui tient d'elle-même sa cohérence et qui est composé d'égaux. L'autochtonie est d'une certaine façon un mécanisme à produire une égalité sur le mode extérieur, sur le mode d'un rejet. C'est une égalité de rejet qui était très forte dans le monde grec. Et sur un mode interne, c'est une volonté de participation collective à une forme de distinction aristocratique qui a développé le sens de l'isonomie, et ce d'une double manière. L'appartenance au corps civique a d'abord été vécue par ses membres masculins comme un privilège partagé. Le sens de l'égalité, c'est d'abord été celui du privilège partagé par rapport à d'autres inférieurs. Tant était forte la distance séparant les sexes, marquait le clivage avec les métèques, évidente la subordination des esclaves. Donc il n'y a rien de contingent dans cette forme de division des sexes, dans cette forme de rejet des métèques et dans cette forme de subordination des esclaves. C'est la grande thèse de Nicole Lauro sur les enfants d'Athéna. Et cela a tendu à développer un sens que l'on pourrait qualifier de substantiel de l'égalité. Alors que parallèlement, la dynamique même de la vie sociale dans le monde masculin s'est organisée autour d'une tension permanente entre les élites et la masse de la cité. L'enjeu pour tous les citoyens des couches moyennes et inférieures a ainsi été d'être mis à égalité avec les notables, qui formaient par exemple encore à Athènes un conseil des nobles à la fin de la période archaïque, alors même qu'une assemblée du peuple avait déjà été mise en place par Clisthène. D'où la perception du fait, chez les catégories moyennes notamment, que ce n'était que collectivement qu'elles pouvaient juguler le poids des prétendants à une prééminence de type aristocratique. Et c'est aussi cela qui a construit et défini l'isonomie en Grèce. Cela a été une façon de prendre conscience de la revendication à l'égalité et de la formuler. Et ce, d'autant plus vivement que la sphère politique, comme on l'a rappelé, polarise alors toute la vie sociale. Tout ce qui ne relève pas de l'espace domestique a une dimension civique. C'est donc bien à travers ces mécanismes de production le sentiment d'égalité qui était premier. Mais il s'est constitué à jouer un rôle moteur sur un mode que l'on pourrait qualifier d'archaïque. Il en effet d'abord visé à étendre à tous les privilèges existants et non pas à les abolir, comme dans le cas des révolutions démocratiques modernes.
La révolution démocratique moderne, c'est l'abolition des privilèges. La révolution, pourrait-on dire, égalitaire ancienne, c'est le partage des privilèges entre quelques-uns, en l'occurrence le monde masculin, ni métèque, ni esclave. Ce passage, ensuite, de l'isonomie à la démocratie était symbolisé par les réformes de Clisthène, qui ont opéré une claire rupture avec la période archaïque. Mais les guerres médiques contre la Perse ont aussi joué leur rôle d'accélérateur. Avec la victoire de Marathon sur les Perses en 490, Athènes a alors pris pleine conscience de sa puissance. Et la cité va décider de construire une flotte de guerre d'une importance inédite. Et la construction de cette flotte de guerre va jouer un rôle majeur dans la transformation de la cité. Tous les Athéniens furent en effet mobilisés dans cette entreprise, car au-delà de la construction des navires, il fallait les faire marcher, il fallait les rendre manœuvrables. Et pour qu'un navire de guerre soit manœuvrable, ça n'est pas à voile qu'il peut marcher. Pour qu'il soit vraiment manœuvrable, il faut qu'il soit à rame. Et donc, on a construit des navires, et il a fallu former un grand nombre de rameurs. Et on estimait alors que près de la moitié des Athéniens se consacrèrent à la tâche de s'entraîner à apprendre à manœuvrer les rames. Et chaque vaisseau avait besoin d'un équipage de 170 hommes, 170 rameurs, qui étaient répartis sur 3 ponts, ce qui impliquait, pour constituer une escadre d'une certaine importance, de mobiliser 10 000 rameurs. Et donc, toute la cité reposait sur l'engagement de ces hommes qui appartenaient pour le grand nombre aux classes les plus simples, celles des têtes. D'où le lien souligné par maints historiens, y compris à Athènes bien sûr, entre l'avènement de la démocratie et l'organisation de cette flotte. Le pseudo-Xénophon écrit ainsi « Ceux qui assurent la marche des vaisseaux sont ceux qui possèdent le pouvoir dans l'État ». Et effectivement, la transformation de la flotte athénienne a transformé les conditions de dévolution du pouvoir. Et c'est justement dans ce contexte qu'était supprimé le conseil aristocratique de l'aéropage et que l'Assemblée du peuple a été seule à avoir sa position centrale. Donc voilà le premier point qui explique le décalage entre l'isonomie et la démocratie. Le deuxième point fondamental, c'est l'absence d'une théorie de la démocratie. Cette absence était soulignée par de nombreux auteurs parce que le mot démocratie est utilisé dès la deuxième moitié du Ve siècle, mais aucun traité ne lui était consacré. Les principales procédures mises en œuvre dans les cités grecques, comme le tirage au sort, la décision majoritaire, les formes de la reddition de comptes, la dualité entre institutions gouvernantes et institutions de surveillance, l'équivalent du contrôle de constitutionnalité, une des institutions les plus originales dans le nombre de cités, qui était représentée par ce qu'on appelait le graphé paranomon, ou encore les angélia citoyennes, c'est-à-dire les modes d'interpellation des pouvoirs ou les modes de dénonciation. Aucune de ces institutions n'a fait l'objet d'une théorisation. Aucune n'a été décrite précisément et aucune n'a été justifiée. Comment expliquer cette absence de théorie de ce qui était pourtant central? Nicole Laureau a amené à regarder avec prudence cette question en disant qu'il ne faut pas simplement regarder les textes, mais qu'il faut regarder les oraisons funèbres, qu'il faut regarder les discours, puisque la parole occupe une telle place à Athènes, il ne faut pas simplement regarder ce qui était écrit, il faut aussi regarder les discours. Et elle-même a consacré un grand livre à faire en quelque sorte, à prendre le corpus d'un grand nombre d'oraisons funèbres pour voir ce qui s'en dégageait. Mais ça n'a pas affirmé ce constat de l'absence, y compris dans les oraisons funèbres, y compris dans les grands discours civiques, de cette absence de théorie de la démocratie. Et deux types de questions, deux types de réponses se dégagent de la littérature consacrée sur le sujet pour expliquer cette absence de théorie de la démocratie. La première est sociologique et politique, et la seconde est plus structurelle et part de l'analyse des tensions et des contradictions qui se nouent autour de ce mot démocratia, justement. Commençons par la première. Elle met d'abord l'accent sur le fait que ce qu'on a appelé en Grèce la démocratie
est d'abord constituée par un fait social. C'est la montée en puissance des classes populaires dans l'espace civique et leur capacité de faire vaciller la précédente domination des élites aristocratiques ou oligarchiques. Le mot démocratie est donc inséparable d'un sens dynamique et conflictuel. Et dans sa dimension plus politique, la démocratia a d'abord eu une dimension négative, antithèse de la tyrannie et du despotisme. Elle a aussi canalisé l'équivalent d'un sentiment patriotique. Dans la longue opposition aux Perses, la démocratie devenant l'équivalent d'un lieu de mémoire de la société grecque, d'un mythe quasi fondateur de la cité, où l'on opposait justement ces qualités mémoriales de la cité grecque face à la barbarie des Perses. C'était le patrimoine commun de la cité, des cités, face aux Perses. Et le programme des démocrates, alors, était avant tout d'ordre pratique. Il s'agissait pour eux de maintenir ou de changer des institutions, de conquérir des positions, de résister à la récurrence des tendances oligarchiques en se revendiquant comme les héritiers de ce mythe des origines. Les démocrates, ou ceux qui se montraient comme les plus partisans de la démocratia, ils étaient au premier chef, en quelque sorte, ils se comportaient comme les membres d'un parti démocratique. Le mot démocratia, il renvoie d'abord, pendant toute une période de l'histoire grecque, à l'idée qu'existe un parti démocratique, donc une idée sociale, comprenant la démocratie de façon agonistique. Il ne la pensait nullement dans les termes d'un type de régime idéal bien défini, théoriquement construit, qui aurait été à réaliser pierre à pierre. C'était donc une vision pragmatique, dont les effets recoupent d'ailleurs, c'est très important, l'absence de toute visée universaliste. Car il ne s'agit pas non plus, pour les démocrates d'Athènes ou des autres cités, de constituer une des illustrations d'un modèle général. Il n'y a pas du tout de visée universaliste chez eux. Leur combat est particulier, c'est leur cité immédiate. Ils ne veulent pas définir une démocratie qui ait des intentions missionnaires. Et le fait que la démocratie ne soit pas théorisée en Grèce est lié au fait qu'il n'y ait aucune intention missionnaire dans ce rapport à la démocratie. Et d'ailleurs, quand Aristote parle de démocratie, il parle surtout des constitutions existantes, qu'il analyse avec leur histoire et non pas d'idéotypes. Donc la façon dont on parle de la démocratie chez Aristote est toujours liée à une histoire des formes pratiques des démocraties dans les cités grecques, voire bien sûr les politiques, mais aussi l'ouvrage Les Constitutions d'Athènes. Je rappelle d'ailleurs que c'est dans l'ouvrage sur la Constitution d'Athènes que l'on voit donner un rôle tout à fait central à cette idée du parti démocratique. La démocratie se définit d'abord par la force et les actions du parti démocratique. La seconde raison qui explique l'absence d'une exposition de la démocratie comme système tient au fait qu'elle apparaît comme un objet de controverse et d'opposition, situation liée à une forme d'asymétrie. Il y a d'un côté une évocation politique et sociale très globale, presque rituelle, qui est le fait de ses partisans, et de l'autre, une argumentation critique qui est plus philosophique et institutionnelle, développée par ses détracteurs. Au simple niveau des définitions, adversaires et partisans en donnent de fort différentes, compliquant considérablement les précédentes appréhensions simples de l'isonomie, puisque l'isonomia était simple à définir. C'est simplement ce régime de l'égalité des droits, de même que l'iségoria est facile à définir. Ce n'était pas le cas. Prenons rapidement quelques définitions parmi les plus célèbres. Platon, dans la République, donne par exemple une définition tout à fait sociologique de la démocratie, lorsqu'il dit « La démocratie commence d'exister quand les pauvres, victorieux, mettent à mort certains du parti opposé, en bannissent d'autres, partagent à égalité avec ceux qui restent gouvernement et emploi public, et que généralement c'est le sort qui détermine les emplois. » Donc, le sort est vu comme une dimension du partage égalitaire et que
la démocratie, c'est le régime de l'égalité, c'est le régime de la revanche des pauvres contre les riches. Voilà, tout simplement. Dans un autre texte de Platon, le Ménexène, il dit « La démocratie, c'est le gouvernement de l'élite avec approbation de la foule ». Donc là, ce n'est pas un régime de la revanche sociale, c'est l'aristocratie élective, pour prendre nos catégories modernes. Je prends la fameuse définition qu'en donne Thucydide dans l'oraison funèbre de Périclès. Il dit, quand il écrit, il dit « Parce que notre régime sert les intérêts, non pas du petit nombre, mais de la majorité, c'est une démocratie. » C'est donc, la démocratie se définit parce que c'est un gouvernement pour le peuple. C'est donc dans les intérêts du peuple. Ça n'a rien à voir avec un gouvernement par le peuple. Isocrate, de son côté, oppose la mauvaise démocratie, c'est-à-dire la démocratie tout court, le régime populaire, et la bonne démocratie qui est supposée ne rien avoir de commun avec cette démocratie, expression du peuple, c'est simplement, dit-il, la constitution des ancêtres. Et dans sa description des espèces de démocratie qui est faite dans les politiques, Aristote, il distingue le système du pouvoir majoritaire, avec son contenu sociologique, tyrannie de la majorité, la participation politique sous la souveraineté de la loi, donc on peut dire c'est une démocratie libérale, le régime dans lequel c'est la masse et non pas la loi qui est souveraine, c'est donc, dit-il, le régime des démagogues, les tyrans archaïques qui prétendent parler et agir pour constituer la multitude en un corps cohérent et deviennent de la sorte même les souverains de l'opinion du peuple. Et il dit enfin, la démocratie, c'est aussi, autre espèce, entre guillemets, l'établissement des magistratures sur la base d'un sens faible. Donc on a le régime censitaire, la démocratie pour le peuple, la démagogie, telle qu'il l'a définie à partir de l'exemple des tyrans archaïques, le régime libéral, et puis tout simplement, disons, la vision d'une démocratie comme pouvoir majoritaire avec son contenu sociologique. Et le fait est frappant. On retrouve déjà à cette époque toutes les perplexités, les peurs, les répulsions, les visions qui structureront l'univers mental des révolutions françaises et américaines. Comme on retrouve déjà le spectre des pathologies et le grand écart entre aristocratie élective et démocratie immédiate. Et la dimension aporétique de l'idée démocratique en Grèce est aussi flagrante. Aporia, qui consonne d'ailleurs avec la vision d'un monde en général gouverné par l'incertitude. Mais c'est aussi cette indétermination sous les espèces de l'indétermination du terme de démos comme du verbe kratéine et du nom kratos que l'on voit sous-tendre les indéterminations du terme démocratie lui-même. Le mot démos d'abord. Ça a été montré dans un certain nombre de livres récents depuis qu'on a fait le déchiffrement du linéaire B. Le linéaire B, on a retrouvé des formes d'écriture pictographique mycénienne et on a vu l'importance qu'avait un terme qui était en mycénien le damos. Et le damos, avéré dès cette période, donc très ancienne, désigne une entité administrative locale à vocation agricole. Le mot damos en mycénien renvoie donc à l'idée de terre, à l'idée d'une communauté qui les travaille et qui habite ces terres, ainsi qu'à un mode d'organisation et de gestion de l'ensemble constitué. Benveniste a d'ailleurs montré que dans les langues indo-européennes, ce préfixe dam se retrouve en iranien ancien, par exemple. Ça veut dire la maison, la famille. Et qu'en sanskrit, le terme le dam a aussi le même sens. Donc, on a véritablement, dans le monde indo-européen, disons, cette expression, cette vision du damos, qui est en quelque sorte issue d'une vision de la maison élargie, impliquant une activité commune et une organisation de la vie collective. Et le mot démos apparaît dans le grec archaïque, correspondant à l'âge des épopées homériques, mais dérivé de ce damos. Dans ce prolongement du damos, il nomme à la fois le pays puis ses habitants, et il acquiert aussi une connotation d'ordre politique renvoyant à l'idée d'une communauté organisée.
Mais le point intéressant pour nous est de souligner que ce terme de démos, dans la Grèce archaïque, celle de l'épopée, se distingue nettement, on le voit bien dans les textes homériques, d'une autre façon de penser le genre humain qui est le laos. Le laos est opposé au démos, en permanence dans l'épopée. Le laos, il désigne une collectivité qui est réunie autour d'une autorité, qui suit son roi, qui obéit à ses ordres. C'est un groupement humain qui en lui-même n'a aucune consistance. Un groupement humain, les laoi, les gens qui peuvent être désordonnés. Et ce groupement humain ne prend forme que s'il est conduit, rassemblé, guidé, entraîné par un chef. Sans ce chef, les laoi, les gens, sont impuissants. D'où, dans l'épopée, les images récurrentes du berger, du pasteur, pour décrire les liens qui unissent le Laos et son chef. Et la particularité du Laos, a écrit Benveniste, est toujours d'exprimer une relation personnelle qu'un groupe d'hommes noue avec un chef. Alors que le démos, à l'inverse, il a une existence propre, il existe par lui-même, il existe par son existence commune, il structure un territoire dont il est le peuple. Son chef, lorsqu'il en a un, n'est pas avec lui dans un rapport de surplomb, ça n'est pas un hégémone, comme celui qui est à la tête des laoi, c'est un basileus. Mais le basileus, il appartient au démos. Il n'est pas le roi du démos, il est le roi au sein du démos. C'est-à-dire que la notion même de démos implique une forme d'autorité qui est intérieure, qui n'est pas quelque chose qui structure le monde de l'extérieur. Et dès cette période archaïque, de nombreux auteurs l'ont souligné, le démos désigne donc le tout d'une communauté, et ça va être le problème, mais en même temps une partie seulement de cette population, le petit peuple. Et se séparent ainsi, pour Ulysse par exemple, chez Homère, les individus distingués, ceux qui sont distingués par leur vaillance au combat, ceux qui possèdent l'alké, ou bien distingués par leur sagesse et leur vertu dans la gestion de la cité, et ceux qui ne sont que les hommes du démos. Les hommes du démos étant alors définis comme ceux qui n'ont rien de remarquable, ne se distinguent en rien des autres. Donc, si le démos forme un univers qui a sa cohérence, à l'intérieur même du démos, il y a en quelque sorte une tension entre la distinction et puis ce qui est commun. D'un côté, le monde des singularités, de l'autre aussi, celui de la banalité ou de la vulgarité au sens étymologique du terme. Et cette dualité entre le tout et la partie, le haut et le bas, la raison et les passions, le distingué et le vulgaire, s'approfondira à l'âge classique, de telle sorte que la démocratie pourrait être décriée par ses adversaires en tant que pouvoir du nombre ignorant de la populace, se dégradant donc en ochlocratie, et célébrée par ses partisans comme souveraineté collective, figure de liberté et d'autonomie, et qu'elle appartiendra donc alternativement, selon les bouches dans lesquelles le mot est prononcé, au régime du laudatif ou du dépréciatif. De telle sorte aussi que le démos en est carrément venu, dans certains cas, à désigner l'équivalent d'un parti populaire, justement, comme c'est le cas, je viens de le mentionner, chez Aristote dans sa Constitution d'Athènes. Force politique qui a alors ses intérêts propres, qui sont distincts de ceux de la communauté prise dans son ensemble. On parlera ainsi fréquemment, dès cette période en Grèce, dans un sens, j'ai mentionné Gambetta tout à l'heure, mais en Grèce aussi, de la démocratie dans un sens substantif, en disant la démocratie pour dire le petit peuple. Et le terme de démagogue apparaîtra dans ce cadre. Il désigne le tyran archaïque, celui qui arrive au pouvoir en s'appuyant sur les plus pauvres, se présentant comme le porte-parole de l'intérêt des plus pauvres et utilisant leur haine des riches comme levier politique, sans avoir véritablement le souci de l'intérêt général. Et l'ambivalence entre le peuple parti et le peuple principe, elle a été renforcée dans le terme démocratie par les équivoques qui sont liés au sens du verbe kratéin. Ce verbe signifie d'abord, de façon presque neutre, exercer le pouvoir.
sans que cette dernière expression ait un autre sens que fonctionnel. Mais dans son usage courant, le kratos, le nom là, avait une dimension nettement plus vigoureuse, voire agressive. Le kratos, il exprime une notion de dureté, de puissance, de domination. Il indique une épreuve de force. Il renvoie à l'idée de victoire dans un combat, au fait de l'emporter sur autrui. Il indique une supériorité d'ordre presque physique d'un homme ou de groupe vis-à-vis de tiers. Appliqué au démos, il donnait donc l'idée d'un rapport de force dont on avait triomphé, d'un camp qui avait eu le dessus sur les autres, qui avait triomphé. Il avait donc une dimension de brutalité, d'unilatéralité. Et pour expliquer la connotation menaçante que pouvait avoir à certaines oreilles ce kratos exercé par le démos, un historien contemporain a indiqué, avec un certain sens de la provocation, il faut dire, il s'agit de Paul Cartledge, qu'il avait alors, aux oreilles d'un certain nombre de Grecs à l'époque, un sens équivalent à celui que suggérait au XXe siècle la notion de dictature du prolétariat. Donc, le sens, ça n'est pas le peuple tranquille, c'est un groupe qui l'emporte sur les autres et qui expulse les autres. Et c'est peut-être ce qui explique que le mot démocratia ait surtout été employé soit de façon péjorative, gouvernement de la foule pauvre et ignorante, soit appréhendé comme ayant la dimension menaçante d'un pouvoir exercé sur le mode d'une revanche sociale, la revanche des pauvres sur les riches. Il a certes été revendiqué positivement et publiquement en réaction aux visions critiques. Et Mogens Hansen, un des grands historiens d'Athènes, en donne dans sa grande somme une série d'exemples. Il mentionne par exemple que dans un discours d'Antiphon daté d'environ 420, il est dit qu'on faisait un sacrifice pour la démocratia avant chaque réunion du Conseil des 500. Et il note aussi qu'il y a eu des lois contre la tyrannie qui punissaient ceux qui portaient atteinte à la démocratia. Et il rappelle aussi qu'il y a eu de nombreux navires athéniens qui étaient baptisés du nom de démocratia. Mais bien des indices soulignent pourtant qu'il faisait surtout ce terme démocratia l'objet d'interrogations, de suspicions, de controverses. Du même coup, plus souvent invoqué par ses détracteurs que par ses partisans. Nicole Leroux parle ainsi du kratos comme d'un mot encombrant, tendanciellement caché, dit-elle, entouré de silence, absent des grandes envolées oratoires, comme de la plupart des récits d'historiens, qui préféraient mettre l'accent sur l'arché, comme s'il ne pouvait servir, ce mot démocratia, de glorieux étendard, s'ériger en un bien parfaitement définissable. Il était loin d'être l'équivalent de ce qu'il sera ensuite en Amérique, une sorte de religion ou d'élément constituant de la religion. D'où expliquait Nicole Leroux l'évitement insistant par les démocrates du mot démocratia, en tant qu'il renvoyait à une division de la cité en deux parties, dont l'une aurait subjugué l'autre. Démocratie veut en effet dire, dans ce cas, tout simplement tyrannie de la majorité. Et ces quelques mots sur l'histoire du mot démocratie en Grèce ancienne peuvent peut-être aider à comprendre la disparition des institutions ayant une dimension démocratique au moment de l'entrée dans l'époque hellénistique. Car c'est aussi faute d'avoir été pensées et théorisées, et donc d'avoir trouvé leur assise, que les institutions démocratiques ont été fragilisées. Et de la Grèce à nous, c'est donc bien toujours une même indétermination qui n'a cessé de produire ses effets. Et les quelques éléments de l'enquête historique que nous avons, très brièvement certes, présentés dans ce cours, nous confortent en tout cas dans l'idée que c'est bien à partir de ces indéterminations et de ces tensions et de ces contradictions qu'il faut penser la démocratie. Il restera à comprendre comment c'est aussi à partir de ces pathologies et de ces retournements contre elles-mêmes qu'il faut également la penser. Ce sera l'objet de la suite du cours. Je vous remercie.